bonsoir à tous, bonsoir les petits gamers, je sais qu'il est tard, mais je ne pouvais pas passer cette journée sans souhaiter un très joyeux anniversaire à ma chère Nintendo GameCube qui aujourd'hui fête donc ses 23 ans. Et oui, c'est aujourd'hui au Japon que sortait la console 23 ans en arrière. Une console assez emblématique et qui a quand même pour moi une valeur assez sentimentale. Pourquoi? Parce que c'est une époque où j'étais vraiment dans le milieu du jeu vidéo, pour de bon. J'étais dans l'aspect non pas journalistique, mais l'aspect créatif. Voilà. J'ai travaillé pour la société Ubisoft à l'époque et la Nintendo GameCube n'était encore pas sortie. Et j'ai eu cette possibilité d'accès, tout comme la Xbox à l'époque, d'avoir la possibilité de la tester avant le grand public et c'était une expérience formidable. Comme en fait tous les employés d'Ubi avaient la possibilité d'amener cette console à la maison à tour de rôle, on avait un week-end chacun pour pouvoir la tester, et bien moi, il y a 23 ans, un petit peu plus maintenant, et bien j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de la ramener à la maison dans mon foyer. Alors bien sûr, hein, c'était un top secret, on ne pouvait strictement rien dire. On ne savait même pas que la GameCube s'appelait GameCube et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas le design. Personne ne savait encore à quoi ressemblait cette magnifique machine. Moi, je l'avais dans les mains, j'avais cette manette tout à fait particulière dans les mains et je peux vous dire que c'était une sensation tout à fait particulière. Je n'oublierai jamais ce sentiment que j'ai eu d'avoir cette console tout à fait novatrice dans mes mains et que j'ai pu brancher et essayer en exclusivité ultime à mon domicile. Alors, déjà retraçons un petit peu l'histoire. Il faut savoir que cette GameCube est née il y a 23 ans et donc est sortie le 14 septembre 2001. Voilà, à savoir qu'à cette époque-là, les consoles qui régnaient en maître, enfin autant dire la console qui régnait en maître, c'était la PlayStation 2. La PlayStation 2 qui était pratiquement la seule et l'unique next-gen de l'époque. D'accord? Pourquoi? Parce que Sega avait abdiqué avec sa Dreamcast ou allait abdiquer très peu de temps après. Donc j'ai envie de dire, Sony avait la part belle et avait la possibilité d'avoir le champ libre sans concurrent. Parfait pour Sony qui est sorti, sa console est sortie en novembre 2000 ici en Europe et votre GameCube, la GameCube qu'on connaît, nous n'est arrivée en Europe, est arrivée en Europe qu'en 2002, mais nous est arrivée un petit peu tard, c'est pour ça qu'on l'a connue un petit peu après, donc Sony a eu tout le temps de s'installer bien correctement. Voilà. Joyeux anniversaire, effectivement, merci Lolo, joyeux anniversaire GameCube, vraiment on est content. Hey, bonjour Santucci, je sais pas si je prononce bien, merci à lui. Hein, je tiens à faire une petite parenthèse, c'est grâce à lui ce soir qu'on va pouvoir décortiquer cette magnifique console qu'est la GameCube. Et je sais qu'elle a une place tout à fait particulière dans son cœur. Et il me l'a expliqué. Et donc voilà, c'est sa GameCube, enfin son ancienne GameCube que j'ai remis un peu à neuf, que vous allez pouvoir découvrir en détail ce soir. Donc cette console, revenons avec un petit peu dans l'histoire, voilà, revenons un petit peu en arrière, et donc cette GameCube, on en attendait beaucoup. Vous savez, à l'époque, on était encore tous sur Nintendo 64, et forcément, quand vous avez la Nintendo 64 et en face la PlayStation 2 et la Dreamcast, eh bien, c'est particulièrement difficile de rester sur sa console floutée de l'époque, malgré tous les bons jeux qu'on a pu connaître. Il était temps de la remplacer. Donc Nintendo a mis un petit peu de temps avant de sortir son projet. Pourquoi? Parce qu'il voulait sortir une console qui soit particulière, comme vous le savez, c'est l'habitude de Nintendo. Et ils ont eu du mal à trouver le concept parfait. C'est une des seules, je tiens quand même à préciser que la GameCube sera une des seules consoles de chez Nintendo qui sera une console à proprement parler, c'est-à-dire qui vient directement rivaliser avec ses concurrentes sans apporter un point novateur particulier dans le gameplay, comme ça a été le cas par exemple avec la Super Nintendo et ses nouveaux boutons, comme ça a été le cas avec la Nintendo 64 et son petit stick analogique, hein, que maintenant vous connaissez, son petit manette joystick analogique, voilà, et les consoles qui ont suivi. La Wii, sa détection de mouvement, la Wii U c'est une autre histoire, mais on en fera une spéciale quand même sur elle parce qu'elle n'a pas que des mauvais côtés. Et ensuite vous avez connu la Switch, etc., avec sa façon de jouer en switchant justement, et la détection de mouvement. Cette Nintendo GameCube est la seule qui est arrivée sur le marché avec un esprit de concurrence, un esprit de puissance. Je vais sortir la console la plus puissante du marché, moi Nintendo,
tout en essayant de préserver le côté particulier de Nintendo du jeu en local, etc., en multijoueur et autres. Donc effectivement, cette console est tout à fait particulière dans l'histoire de Nintendo. Le public de Nintendo ne l'a pas forcément accueilli les bras ouverts, grands comme ça. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça n'est pas dans les habitudes de Nintendo de proposer des consoles communes où on propose de la puissance. Mais vous allez voir que sur plusieurs points, cette Nintendo GameCube, elle revient finalement à être une console particulière, quand même particulière. Alors c'est pas la couleur d'origine, hein. La couleur d'origine, Nintendo a voulu se démarquer. Là, la couleur que j'ai aujourd'hui, c'est une couleur collector, c'est une couleur grise. On en parle dans une seconde. Attention, suspense. Cette couleur bleu, elle était bleu-violet en fait un peu à l'époque. Hein. Voilà, je vais vous montrer la couleur puisque j'ai aussi la manette qui va bien, mais j'attends de vous la montrer étape par étape. Et donc voilà, cette console avait cette particularité d'être colorée. Toutes les consoles qui sortaient à l'époque, dans cette époque-là, avaient des tons un peu sombres, comme par exemple la Xbox qui était noire, la PlayStation 2 qui était noire, en tout cas au début. Et donc on était dans ces coloris-là parce que à cette époque, dans les années 2000, le noir avait un symbole de modernité, un symbole de high-tech, de technologie. Donc la couleur faisait un peu jouet, voilà. Et si vous voulez, quand Nintendo est arrivé avec son violet dérivé, là, violet-bleu, eh bien voilà, ils se sont déjà mis dans la course en disant nous, on va proposer quelque chose d'un peu plus convivial, d'un peu plus jeu, d'un peu plus jouet. Hein. Mais c'est loin d'être un jouet, croyez-moi. Cette console, en fait, si vous voulez, c'était l'association de 3 grandes marques à l'époque. Bon, bah, naturellement Nintendo, mais également la grande marque japonaise NEC, hein, d'accord, ou NEC, que certains ont pu connaître, et puis la marque IBM, qui est bien américaine, hein, la marque IBM, en tout cas à l'époque. Maintenant, c'est plus tellement le cas, mais voilà, on avait ces 3 marques-là. En association également avec le constructeur ATI, qui d'ailleurs continue à développer pour nos consoles d'aujourd'hui, hein, et donc pour faire vivre le cœur de nos consoles, hein, le moteur graphique. Alors vous avez tous vu la dernière fois, sur le dernier anniversaire, qui n'y avait pas si longtemps, en début de mois, l'anniversaire de la Nintendo 64, et rappelez-vous ces formes anguleuses, très sympathiques, ces 4 ports manettes. La GameCube et la manette de la Xbox se ressemblent avec un joystick asymétrique. Alors c'est très bien que tu en parles, Lolo, de la manette de la Xbox, qui finalement, alors on va en parler un peu après, mais va s'inspirer, tu verras, enfin par la suite, de la manette GameCube, hein, parce que cette manette GameCube, pour beaucoup, en tout cas pour moi, pendant de nombreuses années, c'était la référence des manettes de jeux vidéo. Mais on va y revenir, parce que quand la Xbox est sortie, elle n'avait pas cette manette asymétrique dont tu parles, elle avait une manette tout à fait particulière. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc cette console que vous avez connue, dont on a parlé la dernière fois, avec ses 4 ports manettes, son port cartouche, est-ce que Nintendo allait nous sortir encore des cartouches, allait nous continuer le port manette, le principe, etc. La réponse est le port manette, oui, on garde le multijoueur, mais par contre, ça y est, Nintendo se décide enfin de passer sur un support à disque. Alors je précise à disque parce qu'en fait, la Nintendo GameCube, comme à son habitude, Nintendo n'aime pas la copie et donc va faire le maximum pour limiter la copie. Et donc à l'époque, comme je vous l'ai dit pour les autres pour la dernière fois pour la 64, le CD, le DVD est très facile à copier, surtout dans les années 2000. Hein. Donc le système choisi par Nintendo est un système hybride de mini-disque, hein, qui est voilà un petit mini-disque, mais qui a permis en fait le côté transportable de la console. Et oui, console non pas portable mais transportable. Je pense que Nintendo a toujours eu cette philosophie de console à embarquer quelque part, hein, finalement. On va dire qu'avec la GameCube est né en fait, si vous voulez, le principe de la console qu'on peut déplacer, pas la Switch, pas encore, hein, vous voyez, mais on peut la prendre, on peut l'emmener. Voilà. Alors on va lever le voile tout de suite sur la console et sur son aspect, parce que je pense que de toute façon maintenant, voilà, pour ceux qui l'ont connue, ça va vous ravigoter un peu les souvenirs. Pour ceux qui ne l'ont pas connue, eh bien vous allez la découvrir, vous allez voir qu'elle est pas mal et que c'est une console qui, même si effectivement il y a des arguments pour ne pas l'acheter, eh bien je vais vous expliquer pourquoi il faut l'acheter justement. Alors voilà à quoi ressemble cette magnifique machine et je dis encore merci à mon fournisseur, merci beaucoup Vinted, hein, si jamais vous pouvez le trouver, ils vendent des très très bons articles et je l'ai eu vraiment à un prix cadeau, merci beaucoup, grâce à lui on pourra faire la vidéo ce soir. Voilà, j'ai cité son nom tout à l'heure, je ne l'ai plus en tête, je suis navré. Voilà, rembobiner la vidéo quand j'aurai fait le montage par la suite. Voilà, donc ce que vous pouvez remarquer en premier lieu, c'est la taille de la console. Et oui, elle est plus petite, alors nettement plus petite que ici, là, regardez, la Nintendo 64. Elle est plus carrée un peu, mais regardez, elle est nettement plus compacte. Plus compacte parce qu'en fait,
on avait ici une machine qui a donc repris les codes. Regardez, elle a hérité des ports manettes de la Nintendo 64, d'accord, mais elle a surtout on nous propose un petit cube compact avec un manche. Vous voyez cette partie noire là, c'est un manche qui nous permettait de transporter notre console pour aller chez nos amis pour jouer. Pourquoi? Parce que comme vous le savez sûrement, Nintendo n'a jamais été un grand fan des jeux en ligne. D'ailleurs encore aujourd'hui c'est un peu difficile, la sauce prend très doucement ou pas du tout. Hein, c'est une des seules consoles qui nous propose encore la Switch des jeux vraiment en local avec très peu de connexion ou qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une connexion pour jouer. Et ça, il faut quand même se le dire, par les temps qui courent, c'est rare. Vous avez ici donc cette console portable, enfin transportable, d'accord, et qui change un peu la donne. On n'avait jamais vu une console qu'on peut emporter chez ses copains facilement pour pouvoir jouer. Ok, voilà. Donc là, on découvre une console avec donc 4 ports manettes, 2 entrées prévues pour les cartes mémoire, d'accord, puisqu'à l'époque nous n'étions pas équipés de disques durs, c'est pas si mal finalement, puisque nos ports de stockage permettaient donc sur nos petites cartes de préserver nos sauvegardes et de les garder, de les transporter avec soi, de les retirer, de les mettre sur la future console, etc. J'ai déjà avoué quelque chose. Voilà. Alors, on y va. Cette console sympathique, je vais l'ouvrir, paf, voilà, ça y est, elle s'est ouverte. Voilà, vous avez à l'intérieur donc un emplacement pour un mini disque, d'accord, qui faisait quand même 1,5 Go de stockage, vous entendez bien, 1,5 Go de stockage, donc on était à l'époque, on se situait entre la capacité d'un CD-ROM et la capacité d'un DVD, hein, il était un petit peu entre deux. Mais là aussi, un peu le même problème que ce qu'on avait rencontré avec la Nintendo 64 auparavant, des petites difficultés pour le stockage qui sont peut-être parfois un peu plus limitées que sur un DVD classique, hein, où là on pouvait monter au-delà, bien entendu, de tout ça. On était à 4,7 Go pour un DVD. Ça fait quand même beaucoup plus. Donc concession. Là aussi, cette console ne se veut pas multimédia comme l'était la Xbox ou surtout la PlayStation 2 avec son lecteur DVD qui nous permettait de passer des films. Là, pas possibilité de passer des films. Pas de connexion Internet ou très peu. La connexion Internet n'est pas équipée d'origine. Vous pouviez par la suite rajouter un port supplémentaire pour rajouter un modem, un système de connexion. Mais finalement, il y a très peu de jeux qui l'ont employé et donc voilà, ça n'a pas été se développer par Nintendo plus que ça. Hein, les autres ports servent entre autres à pouvoir brancher cet adaptateur de jeux Game Boy Advance qui permettait de jouer à ces jeux Game Boy Advance directement depuis sa GameCube. Enfin, comme Nintendo a l'habitude de nous faire des petits accessoires sympathiques pour pouvoir rejouer nos anciennes consoles. Et ça, c'est pas si mal finalement. Voilà, donc cette Nintendo GameCube, aussi bien avec ce design, je me rappelle l'avoir eu dans les mains, l'avoir découvert, avoir regardé ça comme ça en disant « Wow !» J'avais envie de le dire à la planète entière. Mais vous savez, quand vous travaillez dans une société de jeux vidéo comme je l'ai fait, eh bien on n'avait pas le droit, on a signé une clause de confidentialité, ça pouvait être très très grave, de dévoiler, surtout Nintendo, c'était pas n'importe qui, de dévoiler le design ou même le nom de la console. Donc quand je l'ai branché chez mes parents, j'avais dit à l'époque, j'avais invité mon frangin, je dis en petit comité, surtout n'en parlez pas de photos, rien du tout, parce que l'ère du numérique commençait, et donc on est resté dans le secret total, et on a joué tout le week-end. Alors, je vais vous expliquer à quoi on a pu jouer avec cette magnifique machine. Mais moi, ce que je me souviens surtout le jour de la sortie, c'était qu'on n'avait pas eu, pour la première fois, on n'a pas eu de Mario sur ce jeu. On n'a pas eu de Mario. Non, il n'y a pas eu de Mario qui est sorti avec la console. Vous savez, la Super Nintendo, il y avait eu Mario World et Mario Bros et All Stars et compagnie. La NES classique aussi. La Nintendo 64, on avait eu Mario 64, hein, forcément, sorti disponible. Et là, pas de Mario. Pas de Mario, mais par contre, on a eu un Luigi tout à fait particulier, puisqu'il s'agit du Luigi Mansion, qui est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup, en fait, cette ambiance, ce climat. Vous me connaissez, j'aime bien les trucs qui font peur. Et c'est vrai que ce Luigi Mansion avait quelque chose de spécial, avait une âme tout à fait particulière, avec ses effets de lumière tout à fait particuliers, cette ambiance, cette musique vraiment sympathique. On mélangeait un petit peu la peur, enfin, gentillait la peur, on est chez Nintendo, la peur, et en même temps, on mélangeait aussi l'humour, beaucoup d'humour. C'était le tout premier essai, on sort une nouvelle franchise, totalement nouvelle, avec ce Luigi's Mansion, hein, qui était vraiment génial. Bien entendu, on trouvait aussi à la sortie tous les jeux tiers, Burnout de l'époque, Sega, qui commence à éditer son Crazy Taxi, ou encore son Sonic 2, Sonic Adventure 2, qui est même plus joli que la version Dreamcast. Et pourquoi ? Et pour sûr. Et oui, vous savez que la PlayStation était dite à l'époque comme la console la plus puissante du monde, l'équivalent d'or, enfin tout un schmilblick commercial
être très intéressante, mais je vous assure que cette petite GameCube, bah, comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, avait beaucoup d'atouts techniquement. Hein, c'est, je crois, la première fois où avec la Super Nintendo, où là pour le coup, vraiment techniquement, on avait une machine qui était au-dessus de la concurrence, très clairement au-dessus. Avec la Nintendo 64 un petit peu aussi, mais il y avait des hauts et des moins. Là par contre, sur tous les coups, que ce soit la RAM, la puissance du processeur, tout était plus performant. La seule contrainte de cette GameCube finalement, c'est son choix pour le mini-disque de 1,5 Go qui limite forcément la console. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment l'inconvénient. Forcément, Sony avec son DVD, eh ben, double couche qui plus est pour certains cas, avait la possibilité de stocker plus de contenu, ça c'est sûr. Les temps de chargement étaient donc un petit peu plus courts que sur les autres machines, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y en avait, mais un chouïa plus court que sur une PlayStation 2 ou sur une Xbox, forcément. Revenons sur la liste des jeux disponibles, donc je vous ai dit Burnout, le jeu de voiture, si vous l'avez pas connu, qui était sympa, qui a été tout foufou, qui allait à toute vitesse, excusez-moi. Wave Race qui est une reprise de la version qui était sortie sur la N64. Bien sûr, un peu plus joli, tout ça, mais bon, c'est un peu un remake. Un Batman, qu'est-ce qu'on avait encore? Un FIFA, un petit Rogue Leader de chez Star Wars, histoire de toucher un peu tout le monde. Et un petit peu de tous les goûts. Mais pas encore de Resident Evil 4. Le Resident Evil 4 est arrivé un petit peu plus tard et il a d'ailleurs propulsé les ventes de la console. Et moi je me rappelle que comme je l'avais à l'époque au boulot, je l'avais pas encore acheté, j'étais sur ma PlayStation 2, j'étais là, et donc j'avais finalement franchi le pas, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, lors de la sortie de ce jeu mythique qu'est Resident Evil 4, qui changeait la donne et qui visuellement nous a mis une sacrée claque. Voilà, on n'avait jamais vu un visuel aussi beau, et je dois vous dire que même encore aujourd'hui, ça passe encore très bien. Voilà. Très bien. On a eu par la suite aussi, pas tout de suite après Mansion, mais un petit peu après, le fameux Mario Sunshine. Le Mario Sunshine, vous savez, c'est le Mario qui part en vacances et puis qui lui arrive plein d'emmerdouilles. C'est une sorte de Mario 64 suite, un petit peu moins bon quand même, on va pas se mentir, que le premier Mario 64 d'origine. Il a moins marqué les esprits. Ceci dit, il innovait avec des effets de transparence uniques, avec des effets de particules et autres qu'on ne voyait pas encore beaucoup sur les autres consoles, et en particulier sur le premier Mario 64. Sinon, il reprend bien les codes du précédent, il est tout à fait mignon. On a un jeu qui est vraiment sympa et qu'on pourra s'amuser à tester pour ceux qui veulent prolonger la soirée avec moi un petit peu plus tard après. Je vous montre un petit peu la tronche des mini-disques. Et ouais, parce que moi j'adore ce format, je trouve ce format super mignon, super sympa. Bon, après je vous cache pas qu'il est quand même assez fragile. Bon là j'ai le petit emballage cristal qui protège, et vous voyez la différence. Donc là on est sur le Mario 64 de la Nintendo 64, et là vous avez le Mario Sunshine, le mini-disque qui était donc prévu pour sortir, voilà, qui est sorti avec cette magnifique GameCube. Voilà. Alors voilà, bon, on est toujours méticuleux et voilà avec ces genres de mini-disques, en particulier ces mini-disques. Voilà, avec l'emballage, la petite boîte ici, voilà, je la remets dedans. Moi j'ai trouvé Mario Sunshine sympa, mais un peu moins prenant et un peu moins, enfin, c'est un Mario que je n'ai pas fini forcément, voilà, mais que j'ai bien aimé commencer à faire. J'ai aimé le côté waouh graphique, mais malheureusement j'ai trouvé que le gameplay, excepté 2-3 petits trucs, il est vite lassant, il est moins prenant que les autres. Voilà, un petit peu moins prenant que les autres. Voilà. Sinon, des titres notables, il y en a beaucoup sur cette GameCube. On a eu un Zelda, The Wind Walker. Je sais pas si vous avez joué à The Wind Walker, mais il a été refait plusieurs fois. Par exemple, on a eu la version Wii U, je crois, sur Wii U. Voilà, ils ont refait le Wind Walker de la GameCube. On a eu une version Game Boy, hein, que j'ai pu, qui ressemble étrangement à cette, voilà, ça s'appelle pas Wind Walker, mais Phantom quelque chose. Qui est un Zelda qui est pas mal non plus. Alors c'est pas le meilleur de tous les Zelda, on a fait ça en cel shading, c'était très à la mode à l'époque, donc un style un peu dessin animé, 3D dessin animé, qui passait plutôt pas mal, et elle était plutôt douée, la GameCube, pour nous faire ce genre de choses. Non, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour fêter les 23 ans de cette console. Finalement 23 ans, c'est beaucoup sans être beaucoup, pour les vieux comme moi. Moi je trouve que c'est passé vite. Et c'est vraiment une console que j'affectionne beaucoup. Je sais pas, elle a vraiment quelque chose de spécial pour moi. Je sais que parmi vous, il y en a d'autres qui partagent le même sentiment que moi. Et vraiment, elle a une âme, cette console. Elle a vraiment quelque chose. Alors oui, il y a eu beaucoup de titres qui ont déçu les fans,
comme par exemple le Metroid qui est sorti sur cette console, il y a eu un Metroid, eh bien le jeu, personne s'attendait à jouer en FPS, en mode ouais 3D, tir, première personne comme ça. Les gens s'attendaient à un petit jeu de plateforme, enfin un peu 3D, un peu plus traditionnel, et ils ont cassé les codes avec celui-là. Moi personnellement, le Metroid m'a pas déplu. Je l'ai trouvé difficile, certes, mais il m'a pas déplu. Il était plutôt pas mal. Alors maintenant qu'on a parlé des jeux du lancement, on va revenir surtout d'abord tout de suite sur la manette. Alors je vais vous montrer un peu la couleur, voilà le coloris d'origine de la console, hein. C'est ce bleu-violet dont je vous parlais, hein, qui a cette particularité. Je suis désolé, la manette elle a beaucoup vécu. Mon collègue a dû beaucoup s'amuser avec. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui explosaient avec le pouce cette manette. Donc effectivement, je pense que c'est tout à fait normal en vieillissant. Bon, moi je suis un maniaque total, donc la manette GameCube que j'avais gardée, elle est restée comme neuve parce que je les nettoie, moi je les frotte, je suis un peu foufou. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu donc sur la noire, et on va revenir sur la particularité de cette manette qu'on va comparer avec une manette qui lui ressemble, la manette de la Nintendo 64. Alors regardez d'abord un petit flashback, un petit rappel sur la manette de la Nintendo 64 qui avait donc cette apparence tout à fait particulière. Bon, son défaut, on l'avait dit il y a quelque temps, c'était cette taille monumentale et son stick analogique central, qui forcément demandait de faire un choix aux joueurs, soit de jouer comme ça, soit de jouer comme ceci, mais c'était très difficile de jouer comme ça, voilà, enfin, on avait bien compris. Et un stick était un petit peu limité pour les effets de caméra, etc., hein, surtout dans les jeux 3D. On va pas en vouloir, c'est eux qui l'ont apporté ce stick, il n'existait pas avant l'arrivée de Nintendo, mais bon, voilà, c'était un premier coup d'essai. On remarque les couleurs jaune, verte, bleu et rouge, qui sont des couleurs qu'on avait vues sur la manette de la Super Famicom, de la Super Nintendo. Ces codes sont donc restés. Alors je vous rassure, sur la nouvelle manette de la GameCube, on retrouvera les mêmes coloris à peu de choses près. Je crois qu'on n'a plus de bleu. Si le bleu il est là, c'est un bleu violet du coup, il est un petit peu changé, mais les revoilà. On retrouve donc le jaune, le rouge, le vert, voilà les codes de Nintendo, le gris, le noir, etc. D'accord, et le bleu qui est un peu caché en haut. Alors, en quoi cette manette-là a évolué? Eh bien, regardez, ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont mis une petite croix directionnelle qui, je le dis au passage, est une croix atroce. C'est une croix catastrophique, la pire croix directionnelle que j'ai connue de ma vie. Mais vraiment, ça non. Ça, Nintendo, ça, non, faut pas recommencer, hein. Ça, c'est pas bien, ça. Non, alors, si vous êtes comme moi, fan de jeux de combat, que vous jouez aux jeux 2D, etc., non. Non, vous y arrivez pas, le doigt, il ressemble plus à rien, la console ne ressemble plus à rien. Bon, on ferme la parenthèse sur les jeux 2D, de toute façon, c'était pas sa particularité. Sa particularité, c'était clairement la 3D, hein, tout comme la N64 à l'époque. Donc, on va faire l'impasse sur ce truc-là, sur cette erreur-là. Voilà. Reparlons maintenant de la moulure de la manette. La manette a une forme extrêmement particulière. Si vous prenez le temps de la regarder, par rapport aux autres manettes qui ont quand même une forme plus basique, quoi, celle-ci, elle a une forme, comme vous pouvez voir, où en fait elle a des endroits plus bombés que d'autres. Vraiment, elle épouse parfaitement les doigts et la main. Elle a été étudiée. Et regardez, ils sont allés vachement loin. Là, les petits boutons qu'on avait au-dessus, c'était des boutons plats, classiques, hein. Au bout d'un moment, c'est mal au doigt. Et ceux-ci, en fait, regardez, vous avez le doigt qui se range totalement à l'intérieur. Ça, on l'a jamais refait, hein. Qui se range totalement à l'intérieur. Et là, c'est génial. On a un confort et un grip tout à fait sympathique, hein, puisque là, on est coincé dedans. Donc, les jeux de tir, de combat, de machin, c'est un confort inégalé. Mais vraiment inégalé. Encore aujourd'hui, cette manette, elle n'a pas à offrir des nouvelles manettes, hein, je peux vous dire. Le stick analogique qui a été amélioré, mais comme vous avez pu le voir sur l'autre manette, il avait tendance à souffrir et n'était pas tellement fait pour les grosses sessions de jeu, hein, on va dire ça, pour les grosses sessions dures. Ce que j'ai apprécié en fait sur cette version-là, c'est la façon dont Nintendo a corrigé le tir par rapport au stick analogique de la première version de la Nintendo 64, qui était tout simplement un trou. Regardez, un trou avec au fond un petit creux, en fait, très très limité, hein, ce qui fait qu'il avait tendance à se casser facilement. Celui-ci, hormis le fait de la fragilité, hein, de la bouton du pouce, mais ça après la Xbox il a fini pareil, hein. Et donc c'est ce côté-là, c'est ce côté anguleux en fait que vous avez tout autour là, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Et ça c'est vraiment bien pensé, hein, puisqu'on peut vraiment passer du coup en haut, en bas, à droite, en diagonale, etc. C'est beaucoup plus facile au niveau du bouton. En plus celui-ci avait un bouton derrière là analogique. C'est génial dans le sens où il y a différents degrés de pression. Premier,
deuxième degré de pression. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus hein, sur les consoles d'aujourd'hui, mais rappelez-vous à l'époque, hein, si je prends la manette de la Nintendo 64, la précédente, il n'y a pas 36 boutons, c'est un bouton point barre, hein, pas plus. Là, vous avez plusieurs degrés de pression, un premier, un deuxième. On l'entend, hop. Voilà. Et ça, c'est génial pour certains jeux, pour doser la vitesse d'accélération, réduire la vitesse d'accélération, le freinage, etc. Ça a été repris naturellement hein, partout, PlayStation, etc. Tout le monde a repris ces codes-là. Vous avez ici le petit analogique jaune qui m'a jamais trop plu parce qu'il a jamais été très confortable. Moi, j'ai tendance à glisser. Mais bon, comme ils l'ont dédié à la caméra et rien de plus, eh bien du coup, ils l'ont pas trop travaillé. Hein. On a donc une manette ici avec des boutons qui sont pas forcément faciles d'accès. On a un bouton rond au centre qui est parfait. Puis sur les côtés, on a plus de mal en haut, en bas, à accéder avec le pouce au bouton. Pourtant, ça a été étudié. Hein. Mais voilà. Ceci dit, pour moi, personnellement, cette manette a été une révélation. J'ai trouvé cette manette tellement confortable par rapport à ce qu'on avait à l'époque, y compris les manettes PlayStation, que c'est très vite devenu ma manette de jeu préférée. Je vous le dis, hein, préférée. Je trouvais qu'on avait tout sous le pouce, c'était facile, on avait ce petit bouton à côté, je trouvais ça génial. J'ai vraiment aimé cette manette à l'époque. Après, il fallait faire des concessions pour que le prix de vente soit abordable. Hein. On était très loin du prix d'une PlayStation 5 Pro. Nintendo n'a pas pour habitude de vendre des consoles hors de prix. Elle n'était pas donnée, mais elle n'était pas hors de prix. On avait quand même un visuel loin d'être dégoûtant, qui était parfois, et même souvent, même supérieur à la PlayStation 2, où moi qui étais dans le métier, je peux vous dire qu'en tant que dans l'industrie, on avait bien du mal à maîtriser la puissance de la PlayStation 2 qui était un peu, voilà, qui était un peu difficile à dompter. Hein, l'Emotion Engine de l'époque, c'était difficile de le comprendre et de le faire fonctionner et de en tirer parti. Il aura fallu attendre les dernières générations de jeux PlayStation 2 pour avoir quelque chose de tout à fait particulier. Hein. Donc ça c'est sûr. C'est pour ça qu'avec un petit processeur IBM et puis une carte vidéo ATI, et c'était beaucoup plus facile pour les développeurs de créer et de développer sur la GameCube. Donc c'est pour ça qu'on a eu des titres qualitatifs. On a eu beaucoup de titres qui exploitaient plus rapidement les capacités maximales réelles de la machine. Donc on a eu un résultat visuel immédiat. Il n'y a pas que Resident Evil 4, hein, il y a d'autres exemples. Hein. Oui, le Metroid ou même le Mario est super sympathique. Hein. La fin de vie de notre chère GameCube, elle était, ouais, je vous l'ai dit, hein, la Wii est sortie en 2006, donc je dirais 2007, peut-être maxi 2008, même pas. Hein. Vraiment juste après la sortie de la Wii. Et c'est là où c'est intéressant sur cet aspect-là, c'est qu'en fait, la Wii reprend quasiment, à peu de choses près, la même architecture technologique que la GameCube. Bon, bien sûr, on a rajouté des capteurs de mouvement, etc. Et pour pouvoir mieux gérer le système de mouvement, de motion capture, on a augmenté la fréquence du processeur qui était déjà dedans. C'est tout. Sinon, le reste, et le processeur graphique aussi. Mais il y a très peu de différence. Ils ont quasiment réutilisé une GameCube. Finalement, dans votre Wii, c'est une GameCube. Voilà. Et d'ailleurs, sachez-le, à l'intérieur de votre Wii se cache une GameCube. Bah oui. Je pense que vous le savez pour certains, ceux qui ne le savent pas. Si vous achetez une Wii première génération, pas les toutes dernières sorties, mais si vous achetez une Wii là maintenant, même d'occasion, vous achetez deux consoles. Vous achetez la Wii avec ses fameux jeux que vous connaissez tous, hein, de détection de mouvement, mais vous achetez également une GameCube, vraiment. Vous pouvez donc vous pouvez ouvrir le compartiment de la Wii, là, la partie sur le côté, et vous verrez apparaître les 4 ports manettes de la GameCube. Voilà. Vous pourrez y brancher donc une manette GameCube directement sur le côté, et oui, et vous allez pouvoir, et oui, c'est le cas de le dire, vous pourrez mettre ce mini disque à l'intérieur, et oui, à l'intérieur de votre Wii, et hop, il l'avale, et là, c'est magique, paf, on a la possibilité, avec sa manette, de pouvoir jouer à la GameCube sur sa Wii. Et oui, et oui. Non mais là, le jeu de mots, on y est tous passés à l'époque. Je me le fais moi-même. Enfin, c'est une catastrophe. Ce nom-là, au moins, ça a marqué les esprits. Hein. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc cette console parfaite qui a eu un succès incroyable, eh bien, c'est l'ADN de notre chère GameCube. Et sachez que lorsque vous avez donc acheté votre Wii, vous avez acheté la GameCube avec. Alors profitez-en parce qu'il y a des titres absolument sensationnels. Si vous avez encore la Wii, n'hésitez pas à vous offrir le Resident Evil, par exemple, qui est bon, de référence
référence, forcément, c'est un must-have, comme on dit, hein, on doit l'avoir sur sa console. Celui-ci, le Mario Sunshine, qui était tout à fait particulier. On adhère pas, mais en tout cas, il était plutôt pas mal. On va encore souhaiter un joyeux anniversaire à la GameCube, cette console qui nous a fait rêver, une vraie petite machine à rêve sympathique. Hein. Merci encore à Nintendo de nous avoir sorti une super machine comme celle-là. Hein, c'est sûr qu'après, tous les regards se sont portés sur la Wii, c'est vrai. Enfin, en tout cas, voilà, cette console, elle a beaucoup de titres intéressants et je pense qu'elle mérite pour les collectionneurs et même les autres de faire partie de votre collection, même si une Wii peut faire l'affaire pour avoir les deux consoles en une. Hein. Si vous n'avez pas les moyens ou la place de vous offrir les deux, sachez que la Wii pourra très bien faire le travail et vous pourrez vous amuser tout en branchant votre manette et votre carte mémoire sur votre Wii et vous pourrez jouer, c'est super. Alors ce que je vais vous proposer pour ceux qui veulent continuer le plaisir, on va faire l'after ensemble. Hein, on va faire une petite séquence de jeu après coup, hein, en 2 parties. Vous pouvez me suivre pour ceux qui le souhaitent. Si vous le souhaitez, en commentaire, n'hésitez pas à me demander la liste des jeux intéressants. Vous pouvez aussi, bien entendu, compléter cette liste avec des jeux qui vous ont marqué. Vous pouvez en trouver beaucoup d'occasions encore. Ils sont pas forcément très chers parce que c'est pas des jeux très voilà, les gens ont un peu zappé la génération GameCube, ce qui est un peu dommage, voilà. Mais qualitativement, vous trouvez des jeux quand même sympathiques. Moi, je vais vous faire une petite session de Mario Sunshine, là, maintenant, tout de suite, pour ceux qui veulent me suivre, et vous montrer un petit peu les particularités techniques de la console à l'époque. Et merci. Merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo anniversaire, ce petit clin d'œil à cette Nintendo GameCube qui a finalement a ses particularités, comme vous l'avez entendu. Hein. Nintendo avait fait quelque chose de spécial avec cette console. Et donc voilà, merci. Si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces, partagez comme d'habitude. Voilà, parlez-en autour de vous. C'est toujours sympathique de transmettre la culture du jeu vidéo, le vrai jeu vidéo. C'est ça. C'est pas l'industrie du marketing du jeu qu'on a maintenant. C'est ça le vrai jeu vidéo. Donc je compte sur vous pour le transmettre de votre côté, comme moi en tant que humble petit gamer je fais aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour les autres et à bientôt pour ceux qui me laissent. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure et à bientôt pour les autres sur une prochaine vidéo. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye. Bingo.